Bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission la plus curieuse en Italie aujourd'hui. Buongiorno et benvenuti à l'exposition universelle de Milan. Nous allons aujourd'hui aborder la douloureuse question de la faim dans le monde et des moyens à mettre en œuvre pour l'éradiquer. Oui, la lutte contre la faim et la malnutrition reste l'un des problèmes majeurs dans le monde. Nous verrons dans cette édition quelles sont les nouvelles pistes possibles pour mettre fin à ce fléau et à cette situation absurde dans laquelle nous vivons. Des pays industriels qui croulent sous les denrées alimentaires et des pays en développement et émergents qui n'arrivent pas à nourrir leur population. Sans compter qu'à l'échelle mondiale, un tiers des produits alimentaires finit à la poubelle, soit 1,3 milliard de tonnes par an. Et il y a aussi la croissance démographique galopante qui pose des défis considérables. Tout cela nous oblige à développer des stratégies sur le long terme. Alors, pour combattre la faim dans le monde, est-ce que la science peut apporter des solutions? C'est ce que nous allons découvrir avec quelques innovations scientifiques étonnantes. Mais avant cela, voyons qui souffre de la faim et pourquoi. Commençons par la bonne nouvelle. Le pourcentage de personnes souffrant de la faim a reculé. En 1990, il s'élevait à 23,2% de la population des pays en développement. En 2015, il était de 12,9%. La mauvaise nouvelle, le chiffre total reste très élevé. 795 millions de personnes dans le monde n'ont pas suffisamment à manger. Mais qui est concerné? Notre planète compte environ 7 milliards d'habitants. 1 sur 9 se couche tous les soirs le ventre vide. La sous-alimentation tue chaque année davantage que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Un enfant sur 4 souffre de sous-alimentation chronique dans le monde. Non seulement la croissance de ces enfants est ralentie, mais aussi leur développement intellectuel. Un préjudice lourd de conséquences pour leur vie future. Où la faim frappe-t-elle? La faim sévit dans le monde entier, mais le continent africain reste le plus concerné. La situation est particulièrement grave au Tchad, en Zambie et en République centrafricaine. Pour certains pays, les données manquent, mais selon les estimations des experts, le Burundi, l'Érythrée et le Soudan du Sud sont aussi largement touchés. En revanche, ces 15 dernières années, plus de 85 pays ont réussi à améliorer leur situation. Ceux ayant accompli le plus de progrès sont les pays de l'ex-Union soviétique, la Mongolie et les pays d'Amérique du Sud. En tête, le Brésil, qui déploie des efforts conséquents pour améliorer le sort de ses cultivateurs et des plus démunis. Les pays d'Amérique du Sud se sont retroussés les manches pour faire reculer la pauvreté ainsi que la faim. Grâce à leurs investissements dans l'économie, notamment dans l'agriculture et dans les programmes sociaux, ils ont à la fois permis à leur population d'accéder à un emploi et garanti aux petits producteurs une partie des débouchés agricoles. Pourtant, des situations de faim chronique persistent toujours. Pour quelles raisons? L'ONG allemande pointe du doigt 3 causes principales. Cause numéro 1, la pauvreté. Celle-ci touche particulièrement les régions rurales des pays en développement. Là-bas, les habitants ne disposent en moyenne que d'1 $ par jour pour vivre. Le problème, ce n'est pas la pénurie de denrées alimentaires, mais le fait que ces gens n'ont pas les moyens d'acheter de quoi manger. Faute d'emploi pour compenser les maigres ressources agricoles, ils n'ont pas la possibilité de gagner leur vie afin de pouvoir acheter des produits alimentaires. Autre problème. Même si les besoins caloriques sont satisfaits, l'alimentation de base est souvent carencée en vitamines et minéraux essentiels. Les scientifiques qualifient ce phénomène de faim invisible. Ce fléau fait encore plus de ravages que la sous-alimentation, puisqu'il frappe environ 2 milliards de personnes. Parmi les conséquences de la malnutrition, l'anémie des enfants en bas âge, liée au manque de fer.
Les enfants qui reçoivent une alimentation carencée présentent des retards de développement et de croissance. Leur cerveau ne se développe pas suffisamment. Leurs résultats scolaires sont médiocres, ce qui compromet leurs chances en matière d'éducation. Quand le phénomène est généralisé, les conséquences sont dramatiques pour le pays, puisqu'il se retrouve privé d'une part importante de ses forces vives. Cause numéro 2 de la faim dans le monde, l'accaparement des terres. Des investisseurs étrangers achètent des terres dans les pays en voie de développement pour y cultiver des produits agricoles destinés à l'exportation. Les paysans dépossédés sont réduits à cultiver de mauvaises terres sans système d'irrigation efficace. Les paysans ne disposent souvent d'aucun cadastre. Ils n'ont pas de document de propriété, même si les terres sont exploitées par la famille depuis plusieurs générations. Ils ne peuvent pas prouver qu'il s'agit de leurs terres et en sont expulsés sans rien pouvoir faire. Cause numéro 3, les crises. Les guerres et conflits divers entravent l'accès à l'eau et aux denrées alimentaires. En 2015, on comptait dans le monde environ 60 millions de déplacés et réfugiés. Les épidémies comme Ebola et les catastrophes naturelles viennent aggraver la situation. Même si le pourcentage de personnes souffrant de la faim dans le monde est en diminution, ce fléau est encore loin d'être éradiqué. Nous sommes à présent en compagnie de Lorenzo Bellou, chef de projet scientifique à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous nous trouvons au pavillon 0 et découvrons le projet Faim Zéro pour 2030. Monsieur Bellou, cet objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030 me paraît vraiment très ambitieux. Cet objectif est certainement ambitieux, mais il n'est pas irréalisable. Dans le cadre de la Conférence internationale sur le financement du développement, nous avons calculé que pour atteindre cet objectif, nous aurions besoin d'investir environ 230 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Cette somme peut sembler importante, mais elle représente seulement 0,3% du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire 0,3% de la richesse produite dans le monde chaque année. Pour vous donner un exemple, c'est comme si une famille avec un revenu mensuel de 2 000 euros devait dépenser environ 6 euros par mois pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Mais alors, je ne comprends pas. Si on dispose de suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, pourquoi a-t-on besoin d'argent? Il y a effectivement assez de nourriture pour tout le monde. Le problème, c'est le manque d'argent pour acheter cette nourriture. L'action de la FAO s'appuie sur 2 leviers principaux. Le premier, c'est la protection sociale. Il faut assurer à ces personnes un revenu de base afin de leur permettre d'acheter à manger. Le second levier, ce sont les investissements. Il faut investir pour permettre aux petits paysans des pays en développement, d'une part, d'augmenter leur productivité et d'autre part, de stocker leurs récoltes tout en s'assurant qu'elles ne risquent pas de se détériorer. Ils pourront ainsi vendre au marché leurs excédents, c'est-à-dire ce qui n'a pas été consommé par la famille. Ainsi, ils pourront non seulement subvenir à leurs besoins, mais aussi enregistrer des bénéfices. Docteur Bellou, d'ici 2050, nous serons plus de 9 milliards d'habitants sur Terre. Comment gérer cette augmentation de la population? 9 milliards d'habitants, c'est 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. 2 milliards de personnes en plus qui devront manger 3 fois par jour. Il faudrait augmenter la production agricole en conséquence. Mais la situation actuelle est difficile, car les ressources arrivent à épuisement.
Elles sont plus limitées qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Nous devons donc apprendre à consommer différemment. Consommer différemment, d'accord. Mais concrètement, comment pouvons-nous changer notre mode de consommation? Premièrement, en s'orientant vers une alimentation moins riche en protéines animales et plus riche en protéines végétales. C'est un changement qui pourrait être effectif immédiatement. Deuxièmement, réduire le gaspillage alimentaire. Ça ne sert à rien d'acheter plus qu'on ne peut consommer. Il faut savoir que 30 à 40% de la nourriture que l'on achète finit à la poubelle. Ces changements de comportement auraient des conséquences sur la production alimentaire. Nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires avec les ressources existantes est un objectif que nous pouvons atteindre, à condition de changer nos modes de production et de consommation. Merci. Il y a donc de l'espoir, mais le chemin est encore long. Trop long pour ceux qui souffrent de malnutrition aiguë, notamment les enfants, qui paient un lourd tribut. Pour ces derniers, une équipe de chercheurs de Rouen a mis au point une solution particulièrement innovante. La mission, sauver la vie d'enfants. La cargaison, des rations alimentaires d'urgence made in France. Elles sont expédiées notamment en Afrique. Des pays comme le Mali ou la Somalie sont régulièrement touchés par des pénuries d'eau potable et de denrées alimentaires, souvent causées par des sécheresses ou de mauvaises récoltes. Nous sommes de petits paysans. Il n'a pas assez plu cette saison. Mon enfant va très mal parce qu'il n'a rien à manger. Avec des moyens simples, les médecins peuvent détecter à temps un état de sous-alimentation et tenter d'y remédier. Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, de sa conception à sa 2e année, sont cruciaux. Dans les régions où sévit la famine, les enfants ont non seulement besoin de soins médicaux, mais aussi de rations alimentaires d'urgence. Celles-ci doivent remplir de nombreux critères. Contenir tout ce dont un enfant a besoin, se conserver longtemps et être facilement transportable. Pour les chercheurs français, trouver le bon produit n'a pas été simple. Première option envisagée, des biscuits à haute teneur énergétique. 100 grammes apportent environ 450 calories, surtout des glucides et des protéines, ainsi que des vitamines. Mais si leur coût de fabrication est faible, ils sont souvent inadaptés aux enfants en bas âge. Le problème, c'est que souvent, un enfant en état de malnutrition aiguë sévère n'a pas d'appétit. Lui donner à manger un biscuit dur risque plus de le démotiver que de l'aider. En revanche, c'est un très bon produit pour les enfants plus âgés et les adultes. Deuxième option envisagée, une ration alimentaire sous forme de liquide ou de bouillie. Par exemple, un lait thérapeutique déshydraté, riche en glucides, à reconstituer dans de l'eau. Une portion apporte jusqu'à 500 calories. Le problème avec ces produits, c'est qu'il faut ajouter de l'eau. Or, dans de nombreux pays en développement, l'eau potable est souvent contaminée. Si au préalable, elle n'a pas été bouillie comme il convient, le produit risque de ne pas guérir l'enfant sous-alimenté, mais au contraire de provoquer chez lui une diarrhée qui peut s'avérer très dangereuse. Les produits lactés ou de type bouilli, qui doivent être reconstitués dans de l'eau, doivent être administrés aux enfants sous surveillance médicale seulement. Exit biscuits et bouillis. Le beurre de cacahuète, en revanche, ferait peut-être un bon candidat. Il est mou et n'a pas besoin d'être dilué dans l'eau. 100 grammes apportent pas moins de 600 calories. Des protéines, mais surtout des lipides. Cette entreprise a justement mis au point une pâte nutritive à base d'arachide très proche du beurre de cacahuète. Sa teneur élevée en lipides ferait hurler nos nutritionnistes, mais répond aux besoins des enfants souffrant de malnutrition aiguë.
S'il y a des matières grasses dedans, c'est parce que les chercheurs ont défini des besoins très spécifiques pour ces enfants et parce que l'Organisation mondiale de la santé, derrière, a défini une formule, des spécifications pour le produit qui doit traiter. On est dans du traitement d'une maladie qui est la malnutrition aiguë sévère. Composition de la formule, 55% de lipides, fournis principalement par les arachides, des matières premières d'origine laitière pour les protéines, du sucre pour le goût, des matières grasses végétales pour une consistance onctueuse, sans oublier des vitamines et minéraux. De quoi couvrir tous les besoins d'un enfant en bas âge souffrant de malnutrition aiguë sévère. Cet aliment thérapeutique, prêt à l'emploi, peut être consommé sans cuisson. Un sachet de cette pâte à base d'arachide apporte 500 calories. En comparaison, un enfant de 6 ans a besoin de 1500 calories par jour. Le produit a un goût sucré-salé et une consistance entre le beurre de cacahuète et la purée de pommes de terre. La France est le principal pays producteur de cette pâte à base d'arachide. Les sachets sont expédiés dans les régions en crise, puis distribués aux parents. À l'heure actuelle, 2,5 millions d'enfants bénéficient chaque année de cet aliment d'urgence. Le traitement dure 6 à 8 semaines à raison de 3 sachets par jour. Les caractéristiques du produit permettent une administration à domicile par les familles. Adaptée au contexte d'urgence, la pâte à base d'arachide est un aliment thérapeutique qui permet aux enfants de retrouver un état nutritionnel normal. En revanche, elle ne résout pas la malnutrition sur le long terme. La malnutrition n'est pas forcément synonyme de sous-alimentation. Elle peut aussi être causée par une alimentation insuffisamment diversifiée. Dans de nombreux pays, celle-ci se limite au riz, à la bouillie de maïs ou à la bouillie de banane. Or, il est important d'introduire des légumes pour l'apport en vitamines, ainsi que des protéines. Beaucoup de parents l'ignorent. C'est donc notamment par l'information et la sensibilisation que l'on s'attaquera aux causes de la malnutrition. L'aide d'urgence est importante, bien sûr, mais lutter contre la faim sur le long terme, c'est aussi compter sur des innovations qui permettent de produire de la nourriture tout en étant économe en ressources, ce qui permettrait d'alimenter la population mondiale croissante. Oui, et pour découvrir comment produire plus de nourriture tout en économisant l'eau, nous avons rendez-vous au pavillon belge. Zahar Sperandi, vous êtes ingénieur agronome et vous vous êtes spécialisé dans l'aquaponie. L'aquaponie, c'est ce qu'on voit, je crois, autour de nous. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc l'aquaponie, c'est un mode de culture symbiotique qui permet de faire une production de protéines animales, ici des poissons qui sont des tilapias, et des productions de végétaux. Donc on a de la salade, des basiliques, mais ça peut être aussi des tomates ou d'autres végétaux. Donc l'idée, c'est symbiotique parce que dans l'eau vivent des bactéries qui sont capables de manger l'ammoniac qui se trouve dans les déjections des poissons. Donc l'ammoniac, c'est toxique pour les poissons et pour les plantes. Et ces bactéries le mangent et le convertissent en fertilisant. Donc c'est un engrais ? Oui, c'est un engrais. Donc l'eau est pompée, arrive aux plantes et les plantes mangent ce fertilisant. Une fois que les plantes ont mangé le fertilisant, l'eau retourne aux poissons et donc aussi bien les plantes que les bactéries servent de filtre naturel pour les poissons. Donc comme ça, on économise plus de 90% d'eau et on n'a pas besoin d'utiliser des fertilisants chimiques. Et on peut faire des toutes petites unités de production dans des villes ou à des endroits où on ne peut pas faire d'agriculture. Vous présentez l'aquaponie ici à l'exposition universelle. Ce système peut-il contribuer à combattre la faim dans le monde ? Donc, en fait, ce système, il permet de produire des protéines animales et des végétaux, donc d'avoir des oligo-éléments ou d'avoir une diète équilibrée dans des zones qui pourraient, par exemple, être désertiques ou très pauvres. Quand on n'a pas un grand budget, que ce soit chez soi ou dans des zones où on n'a pas accès à certains matériaux, on peut faire ça en utilisant du matériel de récupération, par exemple des bouteilles d'eau ou des matériels locaux, par exemple du bambou, ou en utilisant des pompes manuelles. Donc le fait d'utiliser des ressources locales, ça permet de créer des unités aquaponiques à faible coût et de lutter contre la faim dans le monde. Merci beaucoup Zahar Sperandi.
Pour lutter contre la faim, il est effectivement crucial d'apprendre à utiliser de façon plus efficace les ressources limitées comme l'eau douce. Et à ce propos, des chercheurs néerlandais ont opté pour une approche qui ne manque pas de sel. L'île de Texel, à 100 km au nord d'Amsterdam. Cette île de la mer du Nord est surtout connue pour ses grandes plages et ses activités de loisirs. Mais bientôt, elle sera peut-être aussi réputée pour ses innovations agronomiques. Ces champs doivent en effet permettre de lutter contre la faim dans le monde. C'est en tout cas l'espoir de leur propriétaire, Mark van Rijsselberghe. L'objectif est de trouver des solutions pour produire des cultures maraîchères en milieu salé. 1,5 milliard d'hectares de terres cultivables dans le monde sont touchés par la salinisation. Ici, nous cherchons à identifier quelles variétés peuvent pousser dans ce genre de milieu et lesquelles ne peuvent pas. Culture et eau salée ne font généralement pas bon ménage. Un excès de sel dans les sols peut en effet faire mourir les plantations potagères et fruitières et compromettre les récoltes. Selon une étude des Nations Unies, 20% des terres agricoles dans le monde sont touchées par ce problème, comme ici au Pakistan. Les causes de la salinisation accrue des sols sont multiples. La salinisation concerne des zones avec des concentrations de sel naturellement élevées, c'est-à-dire en bord de mer, ou des zones avec une nappe phréatique qui présente des concentrations de sel élevées. Elle peut aussi être d'origine humaine, lorsque l'irrigation est insuffisante, ce qui entraîne une concentration des ions dans le sol. Autant de causes qui entraînent une salinisation et ses corollaires. Le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer contribuent aussi à l'augmentation de la teneur en sel des terres côtières. C'est pourquoi Mark van Rijsselberghe et son équipe cherchent des variétés de fruits et légumes capables de pousser avec de l'eau salée. Un travail de fourmi, car il faut passer au crible des milliers de variétés et de croisements. Ariane De Vos est le responsable scientifique du projet. Sous son contrôle, on teste diverses variétés de légumes irrigués avec des eaux à différentes concentrations de sel. Dans la station de mesure, un système informatisé programme les concentrés de sel et surveille l'irrigation. Des capteurs plantés dans le sol permettent de connaître la concentration de sel supportée par chaque variété. Les plantes domestiquées dont les ancêtres sauvages poussaient sur les littoraux sont très résistantes au sel. C'est le cas de la betterave, qui descend de la betterave maritime. Nous travaillons aussi sur la pomme de terre, qui poussait à l'origine dans les Andes, en altitude, où la salinité est importante. Certaines variétés sont donc bien adaptées au milieu salé. 200 croisements de pommes de terre ont déjà été testés. Certaines variétés arrivent à pousser normalement avec 15% de concentration en eau salée. D'autres supportent même un taux de 50%, tout en restant parfaitement comestibles. L'équipe néerlandaise teste également la tolérance au sel de différentes variétés de salades, courges, tournesols, tomates et carottes. Ici, pas de légumes OGM. On travaille seulement avec des variétés cataloguées. Et celles-ci réservent quelques bonnes surprises gustatives. Si on donne du sel aux carottes, leur teneur en sucre augmente ainsi que celle en matière sèche. C'est exactement ce que les producteurs recherchent depuis des années. Il suffit de leur donner un peu de sel pour que leur teneur en sucre fasse un bond. C'est très net. Ces carottes ont un goût beaucoup plus sucré. Si les résultats de la ferme de Texel sont prometteurs, certains scientifiques mettent en garde contre un excès d'enthousiasme. Ces résultats doivent être validés par d'autres essais en plein champ, ainsi que par des publications scientifiques. Autre bémol, les rendements de la ferme expérimentale sont moins élevés que ceux de l'agriculture conventionnelle. Mais ici, on reste optimiste. Le premier essai en plein champ en dehors de l'île vient tout juste d'être lancé.
Espérons donc que des pommes de terre résistantes au sel pousseront bientôt au Pakistan. En tout cas, ici, à l'exposition universelle de Milan, nous avons vu que l'éradication de la faim dans le monde passe par de multiples leviers. Lutte contre la pauvreté, répartition plus équitable de la nourriture et gestion plus efficace des ressources naturelles. Et les consommateurs que nous sommes peuvent aussi agir en questionnant leur comportement alimentaire. Ce que je trouve génial, c'est que l'Expo universelle réunit un tas de pays. Ça permet de se confronter à d'autres perspectives et de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Allez, au revoir et pensez à la planète. Bien dit. Au revoir et restez curieux surtout.